Claudine est une professionnelle formée en sciences et technologies des aliments. Après avoir acquis une solide expérience en recherche et développement, elle a évolué dans des postes qui l'ont mise en relation plus directe avec l'industrie agroalimentaire. Elle a travaillé en assurance qualité, ce qui lui a permis d'affiner ses compétences en matière de conformité et de sécurité alimentaire. Et depuis près de 4 ans, elle accompagne les entreprises dans l'obtention de permis, le développement et l'étiquetage de leurs nouveaux produits. Une conserverie peut être considérée, peut être définie comme étant un établissement spécialisé qui prépare et qui met les produits en conserve. Et les conserveries proposent en général deux produits, les conserves, qu'on peut appeler aussi des conserves apertisées, et qu'on dit de façon un peu arbitraire stérilisées, et les semi-conserves. Le procédé consiste donc à faire des préparations du produit et puis le mettre dans une solution. Ça peut être des solutions qui sont complexes ou pas. Ça peut être l'eau salée, l'huile, peu importe. Et puis d'effectuer un traitement thermique. Et on peut avoir des traitements thermiques très poussés, allant de 115 à 120 degrés. Là, on parle d'apertisation. Et c'est ce qui donne des conserves qui peuvent être conservées jusqu'à 2 à 5 ans à température ambiante. Puis on a les semi-conserves, quant à eux, qui sont en général pasteurisées dans les températures de l'ordre de 70 à 100 degrés et qui peuvent se conserver au réfrigérateur pendant 45 jours. Donc on peut voir qu'au Canada, il y a beaucoup de conserveries qui font de manière artisanale ou industrielle des conserves et des semi-conserves. Alors, nous sommes dans un contexte où, pendant les procédés thermiques, il y a des risques d'altération du produit dû à la chaleur et ce qui pousse à faire, ce qui a conduit à aller dans des innovations des procédés thermiques. Et on a d'autre part les consommateurs qui deviennent de plus en plus soucieux de leur santé, qui veulent savoir exactement ce qu'ils mangent, d'où ça vient, comment ça a été fabriqué et si ça contient des éléments santé. Et cela conduit à la fois à des innovations sur les emballages et à des innovations sur les produits. Donc nous allons commencer par parler des innovations des traitements thermiques. Si on recommence à l'origine, on traitait les produits de manière thermique dans la marmite bouillante. Et puis, ça a donné lieu à ce qu'on appelle la pasteurisation, qui se fait effectivement dans un autoclave à immersion. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec de l'eau, on ne pouvait pas aller à des températures très, très, très poussées pour en arriver à la pertisation vraiment. Et on a créé des autoclaves à vapeur qui, eux, donnent la capacité au produit, donnent une forte transmission d'énergie qui fait qu'on peut aller à des températures très, très élevées. Mais le risque, c'est qu'on a des produits sensibles qui ne peuvent pas supporter cette température et commencent à être brûlés ou être dénaturés et perdre les éléments nutritifs. Et il y a la société Steritech, qui est une société française, qui a donc proposé quand même des autoclaves à aspersion d'eau. On utilise l'eau pour mieux contrôler la température et ça permet de résoudre un tout petit peu le problème. Et en plus de ça, ils ont créé un autoclave biprocess, c'est-à-dire qui réunit les avantages des deux pour pouvoir être capable de traiter les produits sensibles comme les moules et les huîtres. On peut passer à l'autre innovation qui est l'agitation haute fréquence parce que je veux qu'on retienne que le but ici, c'est de trouver le compromis temps, température qui permet de préserver la qualité nutritionnelle et organoleptique des produits. Et une autre innovation a consisté à agiter les produits dans les autoclaves. Et on a l'autoclave Chaka de Steriflow qui, en même temps aussi, a ajouté une sorte d'aspersion d'eau, mais c'est plutôt de l'eau vraiment qui vient plus forte que l'aspersion pour pouvoir contrôler la température. Et ça a permis, l'agitation a permis d'augmenter le transfert thermique et de faire que les cycles de stérilisation se passent 5 à 10 fois plus que les procédés traditionnels. Il y a un autre procédé qui consiste à faire la pasteurisation sous vide. Elle a été créée, l'autoclave en lui-même a été créé en Nouvelle-Zélande et l'objectif c'était d'enlever les odeurs du foin des vaches. L'idée c'est dans une cuve, mettre du lait du moins ça sent, du moment où ça vient des champs, et on injecte de la vapeur et la stérilisation ou la pasteurisation se passe avec cette vapeur, puis on fait comme une aspiration sous vide et la vapeur s'en va avec les mauvaises odeurs. Et cette entreprise a évolué et il fait maintenant des meilleurs beurres, le beurre Haro. Et moi j'y ai pensé, pourquoi? Parce que ça me fait penser aux sauces de poisson qui sont bons, mais souvent les gens ne supportent pas trop l'odeur. Je me demande si on ne pouvait pas appliquer cette technologie aux sauces de poisson pour pouvoir enlever cette odeur.
toujours dans l'autoclave sous vide, il y a Bonduel qui avait présenté la possibilité d'aspirer, de faire une sertissage sous vide pour pouvoir enlever l'air à l'intérieur des cannes et permettre un meilleur transfert d'énergie, ce qui a augmenté l'efficacité dans le traitement thermique. Une autre innovation consiste à passer de la stérilisation, la pasteurisation en mode discontinu à la stérilisation, la pasteurisation en mode continu. Le traitement thermique en mode continu, normalement à la base, on fait des batchs, on prend des lots qu'on met manuellement dans des autoclaves et puis on les retire. Donc ça fait une dépense d'énergie parce qu'à chaque cycle, il y a un montant en température, baisse de température, etc. Enfin, la société Hydroster, eux, ils ont construit une grosse machine qui, elle, permet de faire un traitement thermique en continu. Dans ce traitement-là, ce sont les cannes qui vont se déplacer dans des stations, dans des endroits de traitement thermique à trois étapes. La montée en température, le traitement thermique en lui-même et puis le refroidissement. Donc, au lieu d'envoyer des bâches dans des autoclaves et les retirer, ce sont les cannes qui se déplacent, qui passent à leur tour, chacun à leur tour dans ces différentes étapes pour être traitées. Et l'avantage de ça, c'est que le traitement est homogène parce que les cannes sont passées de la même façon aux mêmes endroits. Et les histoires de points froids qu'on retrouve souvent, commencent à être réduites, ce qui signifie réduction des gaz à effet de serre. Et il y a aussi, comme c'est un système digitalisé, il y a un système de nettoyage permanent qui permet un meilleur contrôle des bonnes pratiques de fabrication. Et toutes ces initiatives-là ont pour but de faire un effort quand même aussi dans les pratiques durables et responsables dans le traitement thermique. Le Centre technique de recherche de prestations de services d'Avignon qui ont un tunnel où ils font des traitements avec leur technologie micro-ondes. Et ils ont fait des expériences sur des moules, des crevettes. Et actuellement, ils utilisent des emballages plastiques, mais il y a des emballages métallisés qui ont été aussi créés spécialement pour les micro-ondes. Mais je ne sais pas si ça peut être utilisé à large échelle. Et là, ils accompagnent les entreprises dans la détermination de leur barème de traitement thermique parce que c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de voir les choses. Et il y a la pasteurisation à haute pression qui, elle, prend de plus en plus l'ampleur et qui consiste à ne pas élever la température. Je ne sais pas si on peut dire que c'est sans température, mais c'est quand même à froid. Et ça consiste à plonger le produit dans une haute pression qui est beaucoup plus que celle qu'on retrouve dans les profondeurs de l'océan pour détruire les micro-organismes. Et l'avantage de ça, c'est que ça préserve vraiment aussi la qualité nutritive des aliments. À une condition, il ne faudrait pas que l'emballage contienne de l'air, parce que sinon, ça va modifier l'emballage sur les expériences faites avec du styromousse. Et il y a certains produits qui sont fragiles, un peu comme la tomate, et qui éclatent lorsqu'on l'utilise. Et pour pallier à ça, on met de l'eau dans la tomate pour pouvoir effectuer ce traitement. Et il prend de plus en plus l'ampleur. Et puis là, il est très intéressant. Et le produit peut se conserver très, très longtemps. 3 mois, c'est quand même beaucoup plus que les produits qui se conservent de façon réfrigérée qu'on connaît habituellement. Et pour les innovations du produit, en résumé, on va de plus en plus vers les préparations plus épicées et plus fumées, avec des sauces beaucoup plus consistantes, à grande valeur ajoutée. On utilise davantage des produits de niche qu'on n'utilisait pas avant, on les valorise dans les conserves. Et puis on fait de plus en plus des plats élaborés, c'est-à-dire qui peuvent faire office de repas complet. Pour ce qui est de la réglementation, les instances au gouvernement sont le MAPAC, la CIA, et il y a le règlement sur les aliments qu'on appelle la P29 qui légifère sur tout ce qui concerne la transformation alimentaire. Et pour ce qui est des traitements thermiques, le MAPAC demande surtout pour les semi-conserves, d'utiliser les recettes déjà éprouvées, comme ce qu'on retrouve dans le guide de Bernardin et de l'USDA, et surtout de faire valider le procédé par un spécialiste. Et pour ça, il y a Syntec Agroalimentaire qui a une plateforme, et puis Mérinor aussi a des compétences pour pouvoir accompagner les gens dans la validation de leur traitement thermique. Et les additifs alimentaires sont gérés par les règlements sur les aliments et les drogues. Il y a toute une liste qu'on peut retrouver sur Internet. Et même si un aliment est interdit, on peut l'utiliser, mais il faudra approcher Santé Canada pour pouvoir le faire. Et pour ce qui est des emballages et de l'étiquetage, c'est le règlement des aliments et des drogues qui s'en occupe également. La CIA a monté tout un guide pour pouvoir accompagner les gens dans ce qu'il faut faire dans ce contexte-là. Et puis, en perspective, donc, tout ceci a suscité des interrogations et puis des façons de voir nouvelles qui pourraient apparaître
Est-ce que c'est possible de construire des équipements qui permettent de faire des traitements thermiques en mode continu à petite échelle? On constate qu'on s'en va de plus en plus vers les technologies de traitement à froid. Et dans ce moment-là, il faudra vraiment beaucoup travailler sur les barèmes de traitement thermique et puis aussi voir dans quelle mesure modifier, s'adapter par rapport aux contenants à utiliser. Pour ce qui est du matériel d'emballage plastique, on parle aussi de recyclage moléculaire parce que l'association de l'industrie de la chimie est en train de travailler sur la possibilité de faire un recyclage perpétuel du matériel plastique. Et ça pourrait vraiment être intéressant. Et je me demande si on pourra aussi intégrer dans le domaine de la conserverie les emballages circulaires. Et dans tout ça, il faudrait que la réglementation adopte toutes ces nouveautés. Merci.